Nous avons dit que ce cours va être décomposé en deux grandes parties, la volumétrie. On a fini avec la volumétrie et maintenant on va regarder la teneur en eau. Dans la partie volumétrie, donc on a considéré uniquement les volumes. Donc que ce soit le volume des grains, le volume de l'eau et puis le volume de l'air. Maintenant, on va considérer l'autre partie. L'autre partie dans la teneur en eau, on va considérer les poids. Maintenant, pour pouvoir compléter les calculs concernant ce diagramme de phase, on va considérer les poids qui vont nous permettre de déterminer la teneur en eau du sol. La teneur en eau du sol, c'est l'essai qui consiste à déterminer le poids de l'eau et le poids des grains. L'essai consiste à déterminer le poids de l'eau et le poids des grains obtenus par pesée de l'échantillon avant et après séchage à l'étuve à environ 105 degrés Celsius. Au laboratoire, on peut déterminer cette teneur en eau parce qu'on connaît le poids de l'eau et le poids des grains. Pour pouvoir déterminer ces poids, il faut prendre l'échantillon sur le terrain, ensuite amener cet échantillon au laboratoire, hermétiquement fermé, considérer l'échantillon qu'il n'y a pas de perte pendant qu'on ramène l'échantillon au laboratoire. Et à ce moment-là, on va mesurer le poids de l'eau en utilisant l'étuve, parce que l'étuve, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser à 105 degrés Celsius pour pouvoir sécher l'échantillon. Quand on va sécher l'échantillon, tout l'eau va partir à cette température et à ce moment-là, il va rester uniquement le poids des grains secs de l'échantillon. On aura le poids de l'eau qui est parti et ce qui reste, c'est le poids des grains secs pour pouvoir déterminer la teneur en eau. Cette procédure consiste à peser l'échantillon humide, puis à le placer à l'étuve jusqu'à ce qu'il ne représente plus de perte en poids entre deux pesées. Séchage de l'échantillon à l'étuve entre 105 et 110 degrés Celsius. Donc ça, c'est la norme qui exige cette température parce que sous cette température, on est sûr qu'il n'y a plus d'eau après 24 heures dans l'échantillon. Une fois qu'on a cette température, on met l'échantillon à l'étuve pendant 24 heures pour être sûr que tout l'eau est parti. Pour pouvoir mesurer ces poids au laboratoire, la norme exige également des matériels spécifiques pour pouvoir déterminer ces poids. Il faut avoir un échantillonneur pour pouvoir écarter l'échantillon. Il faut utiliser des coupelles pour prendre l'échantillon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre l'échantillon à la main. Les tares à utiliser, il faut s'assurer que ces tares sont vraiment sèches pour pouvoir les utiliser dans une étuve, parce que ça peut amener de l'eau. Ensuite, une fois qu'on est sûr que tous les matériels qui vont être en contact avec le sol est sec, on peut mettre le sol dans ces matériels pour pouvoir mettre le sol ainsi que le matériel à l'étuve. Donc ensuite, il faut utiliser une étuve de dessiccation à température réglable entre 50 degrés Celsius et 105 degrés Celsius, mais la norme exige qu'on doit mettre une température de 105 degrés Celsius à l'étuve. Ensuite, on doit utiliser une balance de précision parce qu'il y a une mesure d'incertitude qu'on doit considérer. Il faut utiliser une balance de précision. Ensuite, pour le mode opératoire, il faut peser le matériel humide, c'est-à-dire que le matériel qu'on va prendre sur le terrain, on va l'amener au laboratoire. Le matériel a une certaine quantité d'eau à l'intérieur. Une fois arrivé au laboratoire, il faut peser ce matériau humide. Une fois pesé ce matériau humide avec une tare et l'échantillon ensemble, maintenant, on peut mettre ce matériau humide dans une étuve pour pouvoir sécher ce matériau humide à 105 degrés Celsius. Ensuite, une fois passé 24 heures, maintenant, on doit peser ce matériau sec. À ce moment-là, on a le poids humide, on a le poids sec. On peut faire la différence pour pouvoir trouver le poids de l'eau. Vous avez le poids de l'eau, le poids des grains, vous pouvez déterminer la teneur en eau. Du point de vue de calcul, la teneur en eau, c'est le poids de l'eau sur le poids des grains. En tant que géotechnicien, au laboratoire, le poids de l'eau est égal à poids initial, c'est-à-dire poids de l'échantillon humide sur le terrain, moins poids final, c'est-à-dire le poids seulement de l'échantillon, sur poids final, moins poids tare. La tare qu'on a utilisée pour pouvoir mettre l'échantillon à l'étuve. La formule à utiliser pour pouvoir déterminer la teneur en eau au laboratoire. Les calculs géotechniques, teneur en eau est égal à poids de l'eau sur poids des grains. Au laboratoire, teneur en eau est égal à poids initial moins poids final sur poids final moins poids tare. Le plus souvent, la teneur en eau naturelle des sols fins est de quelques dizaines de pourcents. Pour les sables et graveleux, cette valeur est moindre. Ensuite,
Pour les sols tourbeux, elle peut être de 100%. Pour certaines argiles organiques non consolidées ou pour la bentonite, elle peut même valoir plus quelques centaines de pourcents. C'est-à-dire que la teneur en eau peut avoir des valeurs supérieures à 100%. C'est exprimé en pourcentage, mais on exprime ça en pourcentage par convention. Parce que c'est la convention de la norme qui dit que la teneur en eau est exprimée en pourcentage, mais dans la réalité, ce n'est pas un pourcentage réellement vrai dans la mesure où, dans le diagramme de phase que nous avons ici, vous avez deux parties séparées. Vous avez deux parties séparées, vous avez le poids de l'eau sur le poids des grains. Pour la porosité, vous avez VV sur volume total. VV est compris dans le volume total. Ça doit être exprimé en pourcentage. Alors que pour la teneur en eau, c'est par convention. On dit que c'est exprimé en pourcentage. Par convention, on met ça en pourcentage. Mais ce n'est pas un pourcentage réel vraiment. Dans la teneur en eau, on peut avoir des valeurs supérieures à 100%. Quelles conséquences pratiques pourrait avoir une mauvaise estimation de la teneur en eau pour un chantier de construction? Il pourrait avoir des déformations, monsieur. Par exemple, une mauvaise estimation, est-ce que si on sous-estime la teneur en eau, quelles conséquences qu'on peut avoir? Des déformations. Donc, parce que si on sous-estime la teneur en eau, le sol peut être trop mou. Donc à ce moment-là, il y a plus d'eau dans le sol. Le fait que le sol est plus mou, donc ça peut se déformer, ça peut se tasser après la construction. Mais maintenant, si on surestime la teneur en eau, ça pourrait coûter à l'ingénieur beaucoup plus d'argent, monsieur. Parce qu'il va faire des dépenses inutiles. L'ingénieur va surestimer le bâtiment en question. À ce moment-là, les coûts vont être beaucoup plus élevés qu'uniquement par une mauvaise évaluation de la teneur en eau. En tant qu'ingénieur, il ne faut jamais négliger la teneur en eau. Maintenant, l'influence de la teneur en eau. On peut avoir l'influence de la teneur en eau sur l'état de compaction. Avant l'optimum, il y a un accroissement de cette teneur en eau proportionnellement par rapport à gamma D. Mais une fois dépassé l'optimum, maintenant, il va y avoir une diminution de gamma D, même si on augmente la teneur en eau. Ensuite, on peut regarder l'influence de la teneur en eau sur la succion matricielle. Il y a un moyen au laboratoire de déterminer cette influence de la teneur en eau sur la succion matricielle. On a une certaine hystérésis ici, c'est-à-dire que l'allure de la courbe est différente une fois qu'on est en séchage et qu'on est en humidification. L'allure de la courbe est différente suivant qu'on est en séchage ou bien en mouillage. Donc la teneur en eau est vraiment importante, quel que soit dans la recherche au point de vue du sol, on doit utiliser la teneur en eau, on doit faire des calculs de teneur en eau, on peut regarder l'évolution de la résistance au cisaillement en fonction de la teneur en eau. Okay, merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Que pourrait-il se passer si un sol est presque saturé et qu'il pleut abondamment? S'il pleut abondamment, le sol devient saturé. Ce sol devient très, très défavorable pour la construction. Par exemple, il ne pourra pas supporter la structure, c'est-à-dire les charges. Si on construit sur ce sol, il peut y avoir des déformations. Normalement, on avait déjà un sol presque saturé. Il pleut beaucoup, l'eau de la pluie va ruisseler sur la surface du sol. Mais certainement, à travers le ruissellement, il y aura de l'infiltration. Donc, l'eau va s'infiltrer à travers le sol. Et ce sol presque saturé va devenir saturé. Maintenant, comme conséquence de la saturation du sol, c'est mauvais pour les structures. Dans le cas, on est dans une pente. Et sur la pente, il y aura un glissement de terrain. Le sol va perdre sa résistance. L'effet de l'eau, c'est surtout des glissements de terrain qu'on va avoir.